Salut et bienvenue dans cette 7e saison du podcast Filles Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux 4 coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti! Salut Tiffany! Salut Kelly! On attaque direct, hein. Parce que, est-ce que tu sais c'est le combienième épisode qu'on fait ensemble? Non, je sais pas, peut-être 8, 9? 8e, bravo! Est-ce que tu te souviens, c'était quand la dernière fois? Non. Non. Je dirais début 2022. Alors, c'était mars 2023, donc ça fait 2 ans, jour pour jour. Est-ce que tu te souviens où tu étais? Mars 2023, j'étais en Australie, non? Oui, t'étais à Melbourne et tu t'apprêtais à partir en road trip. Ah ouais, oh putain, j'ai l'impression que c'était une autre vie. Ça date, hein? Ouais, non mais toi t'as 50 000 vies, c'est pour ça qu'on en est au 8e épisode, elle pourra avoir un podcast à elle entière. Putain. Et d'ailleurs, moi je trouve que c'est complètement improbable qu'on se trouve à Paris en même temps, c'était pas prévu. Non. Mais heureusement, je sais même pas si comment tu l'as su, comment je sais même plus. T'as fait un post LinkedIn et tu m'as tagué dessus en mode qui est à Paris le 1er mars et par hasard, il se trouve que je suis là aussi. C'est fou. C'est complètement fou, sachant que je vis à Bordeaux et que je viens rarement à Paris, donc c'était vraiment l'occasion. Voilà, le hasard fait bien les choses. C'est le 2e épisode qu'on fait en face à face. La première fois, c'était au Mexique. Ouais, j'adore nos vies. 2021, je pense. C'est ça. Et c'est marrant parce que dans le dernier épisode, je te demandais est-ce que tu as écouté les épisodes précédents? Et tu sais ce que tu m'as répondu? Non. Non. Alors, je cite, « Tu veux vivre le moment présent et imaginer les projets futurs plutôt que de regarder dans le passé car ça te rend nostalgique. » J'ai trouvé ça intéressant parce que moi, en fait, tous mes épisodes, je parle que du passé. Je parle pas vraiment du moment présent. Donc je me suis dit j'allais commencer par, bon même ça fait déjà 1 minute 37, mais je vais commencer par te demander comment tu vas. Eh ben, je vais très très bien. Écoute, je suis dans une phase intense, il se passe plein de belles choses pour moi, professionnellement et même côté perso. Donc ça va très très bien. Voilà. Donc on m'a dit récemment que nous en Amérique du Nord, c'est fake quand on demande à quelqu'un comment ça va. Donc sache que c'est pas fake, j'ai vraiment envie de savoir comment tu vas. Donc merci de ta franchise. Donc voilà, tu partais en road trip, t'allais prendre un billet d'avion pour revenir en Europe, parce que pour toi l'Australie c'était pas le bon moment, donc je me suis dit je vais pas répéter tout ce que nous on a déjà échangé ensemble. J'espère que les auditrices et auditeurs sont assez curieux, ils seront assez curieux d'aller voir les épisodes précédents. Comme d'habitude, les liens vers les épisodes seront dans la description de cet épisode. Vraiment, si vous les avez pas encore écoutés, c'est pas grave parce qu'on va parler de la suite de ces aventures, mais quand même, ayez la curiosité parce que à chaque fois t'étais dans des pays différents, à chaque fois tu faisais des choses professionnellement différentes, personnelles et tout ça, donc vraiment tu as une vie absolument... Enfin pour moi c'était inspirante parce que moi j'ai un peu cette vie aussi récemment de nomade et je me dis d'avoir des personnes comme toi qui vivent cette vie, qui testent des choses, qui n'ont pas peur. Et d'ailleurs tu as dit, tu as conclu l'épisode la dernière fois en disant aux gens il ne faut pas perdre son temps à avoir peur. Ah ouais, c'est beau ça. C'est beau. Ouais. Et du coup, est-ce que toi en ce moment tu as une peur en particulier? Une peur en particulier, non. Enfin pas qui m'empêche de faire des choses en tout cas. J'ai plus... Des doutes, parce que je pense qu'on a toujours des doutes sur qu'est-ce qui va pouvoir se passer cette année, mais pas vraiment de peur. Ok, bah, c'est une bonne chose. Mais je me demande si peut-être tout ce que tu as vécu dans le passé, maintenant tu as transformé le mot peur par doute. C'est peut-être une peur? Ouais, en fait, j'ai fait assez de choses dans le passé pour avoir des preuves que, en fait, quoi qu'il arrive, je m'en sortirai. Okay. Je sais aujourd'hui que je suis capable de rebondir à la fois professionnellement et personnellement. Je suis capable de reconstruire une vie de zéro. Je l'ai fait plusieurs fois. Et donc en fait, ça m'arrive évidemment d'avoir peur d'un truc, mais j'essaye toujours de rationaliser en me disant bah attends, en fait tu l'as déjà fait. Donc c'est bon, ça va bien se passer, tu vas trouver les solutions, tu vas t'en sortir. Je pense que l'expérience permet justement d'être plus à l'aise avec la peur à un moment T, quoi. Tu es ton propre coach de vie. Je trouve ça trop beau. Moi, j'arrête de regarder mes notes parce que je voulais juste prendre... Et là, maintenant, ça va être vraiment une conversation naturelle entre deux copines. Et d'ailleurs, je sais que t'aimes pas retourner dans le passé, mais malheureusement, c'est ce qu'on va devoir faire aujourd'hui. Donc là, tu t'apprêtais à partir en road trip. En plus, tu nous avais même dit que tu devais faire, je crois, 3500 km. En fait, c'était comme si tu faisais Barcelone-Copenhague en van toute seule. Est-ce que tu peux nous replonger en arrière? T'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais juste nous dire un peu, peut-être, qu'est-ce que ce road trip t'a appris? Parce que 3500 km, quand même, c'est pas rien. Ouais, c'était ouf. C'est vraiment un super souvenir. Donc, en effet, j'ai fait Melbourne jusqu'à Cairns, donc j'ai remonté toute la côte est de l'Australie. Qu'est-ce que ça m'a appris? En fait, j'ai pris beaucoup de temps pour moi. C'est une période où je bossais pas, enfin, j'avais
Vite fait, je faisais un suivi client, mais j'avais peu de clients à ce moment-là parce que je m'étais organisée justement pour être en vacances en gros. Donc beaucoup de temps déjà à penser, parce que quand tu conduis 3500 km, ça stimule beaucoup la créativité. Donc je me rappelle que régulièrement, je me faisais des vocaux à moi-même quand j'étais en train de conduire pour pas oublier mes idées. Waouh, c'est trop bien ça. Ouais, en fait, idéalement, j'aurais voulu prendre des notes, tu vois, mais quand t'es en train de conduire, c'est pas possible, donc... C'est un bon conseil ce que tu donnes. Si vous n'avez pas le temps de prendre des notes, prenez votre portable. En plus, maintenant, avec l'IA, là, par exemple, je suis en train de construire une automatisation pour, en gros, enregistrer un vocal et que le vocal se transforme en note automatiquement et que ça s'enregistre dans mon Notion. Mais bon, à l'époque, incroyable. on n'avait pas ça. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça m'a appris ? Beaucoup de créativité. J'ai lu beaucoup, j'ai écouté beaucoup de podcasts aussi. Je pense que tout ça, du coup, ça a stimulé pas mal d'idées. J'ai vu des paysages ouf, même si une des choses qui m'a fait revenir d'Australie, c'était un peu que je m'étais dit... c'est pas ouf, quoi. Enfin, je veux dire, c'est chouette, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Je crois que je l'avais dit d'ailleurs dans l'épisode. En gros, j'avais plein de points sur la côte Est où je devais m'arrêter parce que j'avais vu sur des blogs ou des gens qui m'avaient recommandé et tout. Et à chaque fois, j'arrivais un peu en mode c'est une plage. C'était joli, mais on a aussi des très belles plages en France, etc. Les trucs les plus ouf que j'ai fait, c'est j'ai survolé la barrière de corail 2 fois, à 2 endroits différents, c'était absolument incroyable. Ça, c'est vraiment mes meilleurs souvenirs. Donc si quelqu'un va en Australie aujourd'hui, ça serait la chose que tu recommandes ? Je pense que... Ils n'ont pas besoin de moi pour ça. Ouais, mais ça coûte que bien. Non, ça coûte genre 150 €. Ah oui, ça va. Franchement, c'est... Ouais. Enfin, c'est une somme, tu vois, mais je veux dire, si t'es en Australie... Si t'as eu l'argent pour acheter le billet d'avion... Franchement, faut y aller, quoi. 150 balles près. C'est ça, ouais. Donc ça, et j'ai fait aussi une croisière, c'est un grand mot, mais en gros, une sortie en voilier une journée sur les Whitsunday Island. Et c'est incroyable, c'est un des plus beaux endroits sur Terre que j'ai vu, plage de sable vraiment blanc. Ah, génial. On avait fait du snorkeling et il y avait des coraux de ouf et tout. Donc ça, c'est mes super souvenirs en Australie. Et du coup, à la suite du road trip, je suis rentrée en Europe. Je pense que je suis rentrée en France quelques semaines. Et après, je suis partie m'installer à Valence, en Espagne. Et d'ailleurs, dans l'épisode précédent, tu parlais de Valence, où tu avais eu un coup de cœur, que même ça a été un peu difficile pour toi d'en partir pour aller en Australie, parce qu'en fait, tout ce que tu recherchais, c'était du plat pour pouvoir courir, parce que tu aimes courir. Ce que tu recherchais aussi, c'était des palmiers, des couleurs, la mer. Qu'est-ce que tu nous as dit d'autre ? Ah oui, et puis que c'était très facile de pouvoir se déplacer en transport public. Et également, si tu veux aller en nature, c'est pas très loin en dehors de la ville. Donc est-ce que c'est ça qui t'a appelé à retourner à Valence ? Ouais, ça me fait rire parce que donc j'ai vécu 2 ans à Valence, j'ai jamais rien fait en dehors de la ville. Donc c'est marrant que je t'ai dit, il y a la nature, ouais, mais j'ai jamais mis un pied à l'extérieur de la ville. Mais en effet, ce qui m'a fait revenir, c'est déjà j'avais des amis à Valence, donc déjà un cercle social qui était déjà un peu construit. Le fait que c'est une grande ville, c'est la 3e ville d'Espagne, et en même temps, ça reste à taille humaine et tout, tu peux faire beaucoup de choses à pied. Le fait que, oui, en effet, c'est une ville ultra facile pour faire du sport, il y a la mer, culturellement, il se passe aussi plein de choses. Enfin, voilà, ça a coché pas mal de cases. Je voulais un truc en Europe, pas en France, où il y avait du soleil, donc Valence... Très cool. Cocher beaucoup de cases. Ouais. Quand tu étais en Australie, tu avais une difficulté, c'était de trouver du logement, et tu disais que justement Valence, peut-être que ça allait arriver aussi, ce problème de logement, parce qu'il y a de plus en plus d'expats qui veulent s'y installer, ou soit il y a des étudiants qui sont venus et qui y restent. Est-ce que ça a été une difficulté pour toi quand tu es arrivé à Valence ? Non, ça n'a pas été dur. Il y a plusieurs co-living. J'ai passé... la première fois que je suis allée à Valence, j'avais déjà passé 2 mois en co-living. Donc là, j'étais revenue sur le même co-living. J'ai fait 6 mois. Attends, dis juste ce que c'est un co-living brièvement pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est. En gros, c'est une grande maison ou un grand appart où il y a... souvent, c'est pour digital nomades. C'est un peu, pour moi, le mix entre le Airbnb et l'auberge de jeunesse. Le problème de l'auberge de jeunesse, c'est que déjà, c'est plutôt jeune, donc on va dire dans la vingtaine. Et c'est surtout des gens qui sont de passage assez court, tu vas rester 2-3 jours. Alors que si tu vas dans une ville, tu te dis, en fait, je vais rester 1 mois, donc je vais peut-être prendre un Airbnb. Problème du Airbnb, t'es tout seul. Et difficile du coup, quand t'arrives dans une nouvelle ville, de te faire des amis et tout. C'est clair, ouais. Donc le co-living, c'est un peu le bon middle. En général, c'est minimum 1 mois de stay. Et t'as des gens qui ont, je dirais, entre 30 et 40 ans.
Parfois, il y a des gens un peu plus jeunes, mais en tout cas, des gens qui cherchent, qui travaillent. En général, c'est vraiment des digital nomades, donc tu es dans une autre dynamique que l'auberge de jeunesse, où tout le monde est en vacances, vraiment. Donc ça bosse assez sérieusement du lundi au vendredi. Le week-end, du coup, ça sort, ça fait des trucs et tout. Et voilà. Et donc, t'es restée pendant? Je suis restée 6 mois. Parce quand même. En fait, le co-living, donc, c'était dans un appartement, un grand appart avec 8 chambres. Et en fait, donc, il avait tout un étage. Et juste au moment où j'arrivais, il avait acheté l'étage du dessus. Il avait rénové pour agrandir le co-living. Et en fait, il a dédié cet appart, qui était le même, en fait, pour des séjours long stay. En gros, 6 mois minimum. Et du coup, on était plusieurs à arriver en même temps et à se dire, ok, on y va pour 6 mois. Et donc ça, c'était chouette. Et à l'issue du bail de 6 mois, j'ai pris un appart, un meublé, en coloc avec Marilou, qui est une amie qui m'a suivie. Enfin, on s'est suivis pendant 4 ans à divers endroits du monde. Et donc, on est resté en coloc pendant 1 an à Valence. Coucou Marilou, si elle nous écoute. Donc, vous êtes restés pendant 1 an. En tout, t'es resté 1 an et demi à Valence? En tout, j'ai fait 2 ans. Ok. Je pense que j'ai fait une fois 2 mois ou 3. Après, je suis partie en Australie. Et ensuite, je suis revenue. J'ai fait 6 mois. Je suis repartie 1 mois en France, je crois. Et je suis repartie... en gros, en cumulé, j'ai fait 2 ans à Valence, quoi. Ok. Et il ressemblait à quoi un peu à quoi ressemble le quotidien d'une digital nomade à Valence? Donc, du coup, plus digital nomade. Plutôt un quotidien d'expat. Expat avec un taf français. Digital expat française. Ouais. En gros, donc j'ai ma société depuis 4 ans que je suis partie en digital nomade. Les 2 premières années, j'étais vraiment full nomade. Et ensuite, quand je suis arrivée à Valence, je bougeais plus physiquement. Mais du coup, mon activité restait la même. Donc tous mes clients sont en France, etc. Et ça ressemblait à quoi? Je sais pas, une vie normale. J'habitais en centre-ville, j'avais des potes, pareil, en centre-ville, beaucoup de potes francophones. J'ai rapidement cherché... en fait, je fuyais les gens qui n'étaient pas francophones. C'est aussi une des raisons qui ont fait que je suis rentrée en France. Parce qu'après, en tout, ça faisait 6 ans que je vécu à l'étranger. Et du coup, sur les 4 dernières années, en fait, le fait que mon activité soit française, en fait, je suis rentrée dans un espèce de truc de... J'avais la flemme de traduire toute ma vie à des gens en anglais, quoi. En fait, quand toute ma vie est en français, et du coup, on n'a pas les mêmes références, que ce soit même professionnellement, etc. Et donc, c'est juste fatigant. Et en plus, j'avais vraiment... j'ai beaucoup taffé, donc en fait, t'arrives le soir, t'es fatigué, t'as juste pas envie d'avoir une conversation en anglais. Même aussi en termes de réseau professionnel, rencontrer des gens anglophones, c'est toujours sympa, mais c'est pas des gens avec qui je vais travailler parce que je travaille 100% en français. Donc tout ça mis bout à bout, en fait, rapidement je me suis entourée de Français à Valence. Il y a beaucoup de Français là-bas, donc c'était pas un problème. Et voilà, et après beaucoup de sport, running, classique, quoi. C'est marrant parce que t'as dit une vie normale, mais tu sais que moi, la vie en Alberta, je peux pas aller courir au bord de l'eau tous les jours, c'est pas possible. C'est trop froid. Ouais, non, mais ça dépend où tu vis, mais je veux dire une vie normale en mode, en fait, je me lève le matin, je travaille, en l'occurrence chez moi, et puis le soir, je vois des potes ou je fais du sport. Et puis voilà, quoi. Et puis le week-end, je fais un peu de sport, je vois des potes, et rien de fou. Après les 2 ans précédents que j'avais passés. Ouais. Et je pense que c'est ce que je cherchais aussi, tu vois, de reprendre une routine. Parce que du coup, j'étais dans une phase vraiment de développement importante de mon business. Donc besoin et envie aussi d'être vraiment focus à fond sur mon business. Et du coup, pas d'énergie à consacrer à autre chose. Je te comprends. Je te comprends. Je crois qu'on a cherché ou trouvé la stabilité à la même période. Et moi, j'ai même carrément abandonné l'entrepreneuriat parce que j'étais cette demande. Enfin, toi, t'arrives à être organisée, t'arrives à être disciplinée. Moi, j'y arrive pas. Donc, c'est trop dur. Ça me demandait tellement d'énergie que j'abandonne tout ça. Et ouais, il me fallait aussi de la stabilité. Donc, je comprends totalement. Sauf que toi, t'as été plus maline que moi. T'as été au bord de l'eau où il y a des palmiers. Ouais, parce que c'est ce que j'avais envie. Après, toi, je pense que t'as été en Alberta parce qu'il y avait aussi des choses qui te plaisaient, tu vois. Ouais. Voilà. Mais toi, du coup, ton statut est resté toujours en France ou t'avais quand même ouvert des papiers espagnols? Non, t'es resté toujours en France. Absolument tout en France. En fait, je pense que je me suis toujours projetée de... Enfin, j'ai eu une période où je me suis dit peut-être qu'en fait, je vais m'installer vraiment en Espagne au niveau administratif et tout. Et en fait, je repoussais toujours le moment où il fallait faire les papiers. Et donc, à un moment, c'est devenu une évidence que je me projetais pas à long terme.
Et donc il y a déjà 1 an, début de 2024, je me suis dit est-ce que je rentre à Bordeaux ou pas. Et finalement, pour plein de raisons, je me suis dit en fait je reste. Et donc là on a pris l'appart avec Marie-Lou. Du coup l'été dernier, donc été 2024, j'ai eu un accident de voiture. Je me suis fait renverser par une voiture. Ce qui a... Enfin en gros, donc j'étais en France au moment où je me suis fait renverser. Et donc pendant 15 jours, j'étais pas autonome parce que en fait, j'ai eu une fracture au poignet gauche et à l'épaule droite. Donc j'avais les 2 bras en croix, en gros. Et en gros, ton travail, c'est t'as besoin de tes J'ai bras. crié, exactement. Mais heureusement, dans mon malheur, c'est tombé sur l'été, une période qui est très calme au niveau business, etc. Donc en fait, j'ai pu m'arranger. Mais au-delà de professionnellement, en fait, ça a été aussi un gros impact émotionnel. Où en fait, pendant 15 jours, donc j'étais chez ma mère. C'est ma mère qui me douchait, qui me faisait manger, etc. Enfin, vraiment, c'était heureusement que temporaire, mais émotionnellement, ça a été vraiment dur à gérer. Plus, en fait, cet accident, il est arrivé parce que j'étais épuisée, parce que j'ai vraiment poussé. Et donc là, il y a eu une grosse période de remise en question, en me disant, en fait, heureusement que c'est arrivé en France, heureusement que j'ai ma mère qui peut prendre soin de moi, et mon père aussi a été très présent, mon frère, mes grands-parents, enfin... Et du coup... D'un coup, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre cette vie en Espagne ? Parce que même si j'ai des amis, en fait, quand vraiment il t'arrive quelque chose comme ça, les potes, ils vont te faire des courses 1 fois, 2 fois, tu vois, mais ils vont pas venir te doucher, machin, enfin... Non, c'est clair. Je me souviens que je te faisais du riz dans le co-living quand t'étais malade, voilà. Mais je serais pas venue te torcher le cul. C'est ça, tu vois. Et donc, voilà, donc ça a amené plein de réflexions. Et donc, j'avais quand même le bail toujours à finir, etc. Ouais. Donc, à l'issue, quand j'ai été mieux, je suis rentrée à Valence. Et puis, la réflexion, c'est continuer, en fait, où je me suis dit, pourquoi je reste à Valence ? En gros, parce qu'il fait soleil, quoi. C'était un peu le seul truc, parce que même professionnellement, en fait, j'avais de plus en plus d'opportunités de faire des choses en physique, que ce soit à Bordeaux ou même à Paris. J'ai beaucoup de clients à Paris, et donc, souvent, on me proposait des events et tout. Et donc, depuis Valence, ça veut dire prendre l'avion. Donc, il y avait plein de choses en fait qui me motivaient à rentrer à Bordeaux. Plus du coup en septembre-octobre j'ai passé 2 mois à Bordeaux parce que j'avais besoin de faire de la rééducation pour mon bras. Et donc ça a été un premier test. En mode je passe 2 mois et comment je me sens. Et si je me sens bien, je rentre définitivement quoi. Parce que dans les 6 années précédentes, je suis rentrée plusieurs fois en France. Et ça s'était pas très bien passé. Ouais, exactement. On s'en souvient. Enfin, je m'en souviens parce que je me souviens des épisodes. Ouais. Mais j'ai envie de rebondir sur un point, c'est que tu t'es dit, tu t'es poussée à aller... Enfin, t'étais épuisée. Est-ce que t'avais eu des signes avant cet accident qui te disaient, attention, Tiff, là, tu commences à pousser un peu le bouchon ? Ou est-ce que c'est vraiment arrivé un peu par surprise ? Ouais, je pense que j'avais des signes d'épuisement... Enfin, en gros, à part travailler, je faisais rien, tu vois. Et genre, quand je terminais ma journée, en fait, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, à part regarder une série débile sur Netflix. Le week-end, j'avais que envie de dormir ou je travaillais. Et donc, oui, je pense que c'était un peu évident que j'ai été très fatiguée, quoi. Ouais, mais quand on aime ce qu'on fait, c'est dur de... Ouais, mais même, tu vois, je me rappelle vraiment la semaine juste avant l'accident, enfin, même la veille de l'accident, tu vois. Donc, à l'époque, j'avais un associé. Et en fait, je devais être en vacances 2 semaines plus tard, je crois. Et la veille de l'accident, je lui ai dit, écoute, là, j'en peux plus. Je suis vraiment au bout du bout. Donc, je vais avancer mes vacances d'1 semaine. Et en gros, je m'organise pour décaler des trucs, machin. Et parce qu'en fait, j'arrivais plus à réfléchir, j'arrivais plus à exécuter ce que je devais exécuter et tout. Et en fait, je me suis dit, là, c'est une évidence, il faut que j'arrête. Et le lendemain matin, j'ai eu l'accident, quoi. Ouais. Ça faisait combien de temps que t'avais pas pris de vacances ? Est-ce que tu te souviens un peu la durée entre... le dernier break ? Je te pose la question parce que ça m'intéresse, parce que j'ai envie de vivre une vie où je vais travailler intensément et kiffer à fond pendant plusieurs mois, et j'essaye de chercher justement. Donc là, j'ai voyagé 3 mois et je me suis dit 3 mois, je pense que c'est ma limite. Voyager plus, je pense que ça serait trop pour moi. Mais là, je me dis, quelle est la limite de travailler à fond, en fait ? Ouais, alors, je crois que j'avais pris des vacances, tu vois, donc l'accident est arrivé en juillet, mi-juillet. Je pense que j'avais pris des vacances en mars. Okay. Mais en fait, c'est pas tant, tu vois, combien de vacances t'as pris. En fait, c'est aussi qu'est-ce que t'as fait pendant tes vacances. Ouais. Tu vois, en l'occurrence, je me rappelle, j'étais rentrée 1 semaine en France et du coup, j'avais vu plein de gens. J'avais fait plein de rendez-vous médicaux, machin, etc. Donc, en fait, c'est pas les vacances où tu te reposes mentalement, en fait. C'est plein de trucs à faire. Et je pense que, tu vois, tu dis 3 mois de voyage. Au final, le voyage, c'est aussi beaucoup de charge mentale. Donc, c'est pas forcément non plus du repos, tu vois. Sauf si vraiment, pendant ta période de voyage, tu te dis, là, 1 semaine, je reste là. Et c'est comme ça. J'ai testé, là. J'ai fini 5 jours, à peu près, en Floride. Mais genre, hôtel de luxe,
une copine qui avait juste envie de faire du yoga avec moi et chiller au bord de la piscine, quoi. Et je me suis dit, waouh, ça fait trop du bien. Bah voilà, en fait, c'est ça, tu vois. Et ça, du coup, c'est des vacances. Ouais. Mais 3 mois de voyage, c'est pas des vacances. Non, c'est clair. Donc, ouais, je sais pas. Et là, je suis encore en train de chercher le juste milieu, tu vois. Mais bon, j'ai 10 semaines de vacances dans l'année. Je les ai genre posées quand j'ai préparé mon année direct, j'ai mis mes vacances et tout. Mais voilà, tout dépend de ce que tu fais pendant tes vacances. Et là, je vais essayer, à la fin du mois de mars, j'ai une semaine, je vais vraiment essayer de rien faire. Enfin, de rien faire. En tout cas, rien de pro. Je vais juste lire. J'ai mon père qui a une maison à la plage, donc je vais aller passer aussi 3-4 jours là-bas. On va voir si j'y arrive. Parce que le problème, c'est quand t'es passionné aussi, et justement de prendre des vacances, ça permet de libérer de l'espace mental. Et souvent, quand j'ai de l'espace mental libre, bah du coup j'ai des idées, et quand j'ai des idées, j'ai envie de les mettre tout de suite en action. Non, et puis en plus, là, quand tu dis lire, je vois les livres que tu lis. Ouais, j'ai des livres business, c'est l'enfer. Tu lis pas Harry Potter, quoi. Mais oui, c'est exactement ça. Mais là, le problème, tu vois, c'est que, en fait, comme en ce moment, j'ai pas du tout le temps de lire. Enfin, c'est même pas le temps, en fait. C'est juste quand je finis ma journée, en gros, je suis éclatée et j'ai pas envie de lire. Parce que, comme tu dis, en fait, je lis beaucoup de livres business, inspirationnels, machin. Donc là, j'ai genre 10 livres en attente. Et oui, probablement que je vais les lire, du coup, pendant mes vacances. Mais ça va pas... Vacances. Voilà, et c'est comme les podcasts aussi. J'écoute tous les jours, j'écoute un podcast. Et même le week-end, parfois, j'en écoute 2-3. Et c'est quasiment tout le temps des podcasts business, tu vois. Ouais. Donc... Bon, il faut apprendre à se calmer un peu. Ouais, c'est hyper dur. Donc là, tu as dit septembre-octobre, tu as testé de rester en France. T'étais où, chez ta mère, ou tu t'étais pris un truc? J'étais en coloc. Ok. J'avais un pote qui a un appart sur Bordeaux et qui avait une chambre de libre. Parfait. Et il m'a dit, bah viens en coloc, et voilà. Donc trop bien. Vraiment plein centre de Bordeaux. Ok. Et c'est ça qui m'a dit, ok, c'est ça ou rien. Et là, à ce moment-là, la saison à Bordeaux, c'est comment? Est-ce qu'il fait un peu de soleil? Il commence à faire froid? Ouais, non, ça va. Ça va. Vrai, je me souviens... Enfin, on n'a pas eu un temps incroyable, mais j'ai pas non plus été choquée par la pluie, donc je pense que c'était ok, tu vois. Et donc, comment ça s'est passé ton retour à Valence et prendre justement la décision quand est-ce que s'arrêtait ton bail, annoncer à Marilou que ça allait peut-être être la fin? Comment ça s'est passé? Donc, en gros, j'ai décidé, avant de repartir à Valence, en fait, j'ai dit, bon, bah là, c'est sûr, je me réinstalle à Bordeaux. Et du coup, mon bail finissait le 1er février. Idéalement, je voulais rentrer définitivement à Noël. Parce que dans tous les cas, j'allais rentrer pour Noël. Donc je me suis dit, bah, je repars jusqu'à Noël et j'essaye avec Marilou de voir si elle a pas une pote qui peut venir sur le mois de janvier. Parce qu'on a pas mal de potes nomades quand même, et bon, un mois à Valence, c'est quand même cool. Du coup, on a fait ça. Et en fait, quand je suis rentrée, quand je lui ai dit, elle était pas étonnée. Parce que voilà, on avait quand même eu plein de discussions, etc. Elle avait suivi mon hésitation, est-ce que je rentre à Bordeaux ou pas, depuis 2 ans, tu vois. Donc ça n'a pas été une surprise pour elle, et on s'est organisé comme ça, où en gros, moi je suis rentrée à Noël, et sur le mois de janvier, elle a un pote qui est venu pour me remplacer sur le bail, et au 1er février, du coup, elle a rendu l'appart. Parfait. Donc elle est partie de Valence aussi? Non, elle y est toujours. Elle y est toujours? Okay. Elle a une autre coloc maintenant, mais elle a décidé de rester à Valence sans date de fin. Ok. Et donc toi, fin décembre, tu rentres, c'est Noël, donc là on est en mars. Je crois que tu t'es pris un appart. Ouais. Ouais. Genre un bail et tout, j'ai acheté des meubles. Mais oui. Genre... Ça fait quel effet? Écoute, c'est très... c'est un grand engagement. Bon, après, c'est un bail en location, donc en soi, en un mois, je peux être partie. Bon, j'ai racheté plein de meubles et tout. En fait, je me dis, là, si je pars, je remets pas tout en vente. Et non, je suis très, très contente. Je pense que c'est exactement ce dont j'avais besoin. La décision, elle est vraiment réfléchie. Mon appart, il est génial. Je suis vraiment en plein centre de Bordeaux, donc je peux tout faire à pied. L'appart en lui-même est très cool. C'est hyper calme. À Valence, j'habitais dans un appart, c'était l'enfer. Il y avait du bruit tout le temps. Ça klaxonnait, il y avait un bar et un resto juste en dessous. Enfin, c'était l'enfer. Donc là, d'avoir du calme, c'est ouf. Et petit à petit, en fait, je me refais un réseau sur Bordeaux. Et c'est trop bien, je rencontre plein de gens cool. Il y a plein de nouveaux projets qui se dessinent. Même si j'ai pas trop le temps d'ajouter des projets, c'est toujours bien. Et voilà, là, tu vois, je suis à Paris. Enfin, je suis montée en 2 heures de train. C'était génial. Et potentiellement, il se dessine aussi des projets où j'aurais peut-être besoin de monter à Paris un peu plus souvent. Et c'est trop cool de pouvoir j'allais dire, qu'est-ce que tu fais à Paris? Je t'ai pas posé la question. Qu'est-ce que je fais? En fait, jeudi après-midi, j'avais un event... alors, comment expliquer ça? En gros, je suis formatrice dans un bootcamp LinkedIn. Donc,
Bootcamp LinkedIn, c'est une boîte qui forme des femmes à prendre la parole sur LinkedIn. C'est un programme de formation qui dure 6 semaines. Ok. Et donc il y a plusieurs sessions dans l'année. Et comme c'est un gros truc, là tu vois par exemple en janvier-février, il y avait 120 apprenantes, c'était une promo de 120, et on fait des sous-groupes de 10. Et donc moi je suis formatrice, je gère une promo de 10, enfin un sous-groupe de 10. Génial ça. Ouais, c'est trop cool. Et donc on est une équipe, il y a une équipe corps dans la boîte, je sais pas, ils doivent être 10 salariés, et puis on est après une trentaine de freelance à bosser avec. Et là du coup elles ont réuni toute la team, on était une vingtaine, pour nous remercier aussi de notre investissement, pour qu'on se rencontre en vrai, etc. Et c'était trop trop chouette. Bah oui. Voilà. Et du coup, en général, quand je monte à Paris, je reste 3-4 jours aussi pour voir d'autres clients, pour voir d'autres choses, pour voir des potes comme toi. Voilà. Oui, je suis trop contente. Et puis ce soir, maintenant, elle a rejoint la team podcaster et podcasteuse. Et ce soir, on se fait une soirée, ça va être trop cool. On va parler podcast, je pense, beaucoup. Mais ouais, c'est trop chouette. Parce que maintenant, du coup, tes clients, c'est plus orienté dans le business plutôt que dans des personnes qui ont des petites boîtes ou je sais pas, des clients un peu comme moi, par exemple. Ouais, alors mon business, c'est en gros, comment j'explique ça simplement à des auditeurs qui ne sont pas dans le game. Donc là, je suis dans la grande famille du marketing digital. Ok. Donc mon taf, c'est d'accompagner les entreprises à être plus visibles en ligne. Je le fais, je suis spécialisée sur LinkedIn. Donc j'ai 50% de mon taf, c'est de faire du ghostwriting pour des dirigeants. Donc je gère toute leur stratégie sur LinkedIn. Et au-delà aussi, j'ai un client par exemple où je gère tout son podcast. En fait, je suis devenue productrice de podcast. C'est incroyable. Donc ça, c'est 50% de mon temps. Et 50%, c'est plutôt de la formation, toujours sur LinkedIn, où là, où je vais aider, alors de différentes façons. Soit je vais intervenir dans le bootcamp, comme j'ai dit avant là. Et donc les personnes qu'on accompagne, c'est que des femmes, et ça va être plutôt des freelances, des solopreneurs, des dirigeantes de petites structures ou même parfois des salariés. Ensuite, je forme aussi parfois des freelances à développer leur business. Et pareil, j'interviens dans un bootcamp qui est dédié à ça. Et je forme aussi en direct des équipes d'entreprise. Donc là, j'interviens pour former 4-5 collaborateurs. Souvent, c'est le comité de direction qui veut prendre la parole sur LinkedIn pour être plus visible et générer plus d'opportunités business. C'est génial. Donc voilà, j'ai différentes casquettes, ouais. Mais en gros, ce qui relie, c'est à chaque fois LinkedIn et comment développer ta visibilité sur LinkedIn. C'est bien parce que c'est un monde qui évolue tout le temps. Toi, t'adores apprendre, t'adores apprendre, mais aussi échanger et transmettre tes connaisses. Et comme ça évolue tout le temps, en fait, c'est gagnant-gagnant, quoi. Exactement. Ouais. Et en fait, j'aime bien avoir les deux parce que le fait de faire, ça me permet d'être toujours up-to-date, tu vois, d'avoir un peu l'algorithme, il a évolué comme ci, comme ça, je teste des choses à la fois pour moi et pour mes clients. Et du coup, ensuite, je peux faire le pont en formation. Et là, depuis, tu vois, 4 mois, j'ai vraiment pris en main l'IA, dans mon business notamment. Je l'utilise aussi avec des clients et de plus en plus, en gros, là, j'ai mes clients qui me disent « Ok, c'est bon, tu gères le truc, maintenant tu vas le déployer dans ma boîte. » C'est trop bien. Donc je suis un peu en train de construire le truc, de toute façon comme j'ai fait depuis 4 ans, en gros on me demande un truc, je me dis ouais allez, allons-y. Rien ne te fait peur. Voilà. Donc je vais faire, j'ai animé un premier atelier, tu vois, de formation IA entre guillemets, mais c'est vraiment, tu vois, c'est pas juste formation IA, c'est plutôt appliqué à LinkedIn, tu vois, comment tu peux utiliser l'IA pour t'aider avec LinkedIn, ce genre de choses. Et là je pense que je vais un peu le développer du coup chez mes clients. Et on verra comment ça évolue. Bravo. Donc là, maintenant, tu penses incorporer donc l'IA, mais aussi podcast. Tu as dit que tu formais, maintenant tu as un client où tu le formes au podcast. Quel est ton rapport, justement, parce que tu m'as quand même aidé pendant 1 an et demi, donc tu étais plus dans l'écriture. Maintenant, tu es vraiment aussi complètement dans les coulisses avec les micros, etc. Est-ce que tu veux nous en parler ? Ouais, alors déjà, en effet, j'ai commencé dans le podcast avec toi. Ensuite, j'ai lancé mon propre podcast il y a 1 an et demi, je crois que c'était septembre 2023. 23, ouais. C'est que... en fait, j'adore le côté journalistique du podcast où tu vas chercher des invités, tu prépares ton interview et tout. Et donc, j'avais envie de le faire. Donc, je l'ai fait pour profiter à mon business. Donc, c'est un podcast sur le personal branding, en gros. Dans une première saison, j'ai interviewé des dirigeants pour comprendre pourquoi ils le font, comment, les opportunités que ça leur apporte. Là, je suis en train de préparer la 2e saison où j'élargis un peu plus à des marques, comprendre un peu leur stratégie média et tout. Et donc, du coup, j'ai développé
une expertise sur à la fois comment on prépare un épisode, ensuite comment on fait l'interview, etc. Moi, j'ai toujours délégué le montage parce que ça me saoule. Et t'as complètement raison. Voilà. Quand on a l'argent, il faut. Et ensuite, la post-prod, du coup, de la description, le post LinkedIn pour promouvoir l'épisode, etc. Que tu connaissais déjà parce que c'est ce que tu m'aidais à faire. Donc, exactement. Ouais. Et donc, en fait, sur un de mes clients, j'ai commencé à bosser avec lui avant l'été dernier, sur LinkedIn. À la base, il est venu me voir en me disant, voilà, j'ai besoin d'aide pour écrire mes posts et tout. Et donc, on a construit sa stratégie. Un des piliers de la stratégie, c'était d'écrire des portraits de personnes de son écosystème. Et pour que moi je puisse écrire ces portraits, en fait, lui il faisait une visio de 30 minutes avec la personne pour un peu l'interviewer, tu vois, en gros c'est quoi ton parcours, machin. Donc la personne elle racontait son truc pendant 30 minutes. Ensuite moi j'écoutais et j'écrivais le post portrait. Donc ça c'était très cool. Problème c'est que sur un post LinkedIn, tu peux pas ressortir ce que la personne a dit pendant 30 minutes. Clairement, ouais. Donc j'étais obligée de laisser de côté des choses qui étaient hyper intéressantes. Et en fait, je sais pas, un jour j'ai dit à mon client, tu veux pas qu'on fasse un podcast parce qu'en fait, t'as déjà les rushs enregistrés, tu vois, il y a pas un gros saut à faire. Et lui avait déjà eu un podcast dans le passé, il était hyper chaud aussi, donc il m'a dit, allons-y. Donc on a fait un premier test, ça a été vachement bien reçu, notamment par son écosystème et tout. Donc on a décidé de continuer, donc on a fait une 20aine d'épisodes l'année dernière en 100% audio. Et là, depuis janvier, on est passé en vidéo. Donc ça me demande un taf de ouf en plus, mais enfin pas tout à fait parce que en gros lui, en fait il va enregistrer en studio. Moi je récupère les rushs où il y a déjà un pré-montage qui est fait, et ensuite c'est pas moi qui fais le montage. En gros on met des extraits au début de l'épisode. Ça c'est sa content manager en interne qui le fait. Moi je fais juste. Non, en vrai, c'est vraiment sur moi que repose tout le truc. Déjà, je cherche les invités, je prépare les interviews, je lui fais toute une trame d'interview, je lui fais aussi toutes les recherches sur l'invité. Lui fait l'interview, et ensuite, je récupère les rushs, je fais la description, le titre, les posts LinkedIn, parce qu'on en fait 2. Je sélectionne les extraits pour le teaser, et je fais toute la communication avec l'invité, évidemment. Et puis, je fais les shorts, maintenant qu'on est en vidéo, je fais les shorts YouTube, voilà, et j'adore, c'est trop bien. J'allais dire, et puis en plus quand t'as des parties qui sont déléguées, qui sont payées, et que toi tu peux faire la partie que tu aimes, c'est trop bien. Ouais, mais ce qui est marrant c'est que, en fait, j'adore le faire pour lui, mais pour moi, mon podcast, là, ça me saoule. Ouais, mais parce que quand tu le fais pour ton podcast, t'es pas payé directement. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça la différence. En fait, mon podcast à moi, c'est une brique de ma stratégie d'acquisition, quoi. Clairement. Et en fait, j'adore faire l'interview avec la personne, parce que voilà, il y a vraiment un échange humain, et puis c'est aussi, en fait, en gros, les invités de mon podcast, c'est un peu mes prospects, tu vois, donc ça permet de nouer une première relation. Mais par contre, tout le après, ça me saoule. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait 2 mois que je repousse le truc. Mais là, maintenant, j'ai une assistante qui bosse avec moi depuis janvier. Et donc là, je dis, écoute, tu vas faire parce que sinon, moi, je vais jamais le faire. Et donc, à la fois pour mon client, tout ce que je viens de raconter, et pour moi, en fait, j'ai des assistants IA qui font tout, que je les ai paramétrés, etc. Et en vrai, ça me facilite grandement le taf, quoi. Ouais, tu m'étonnes. C'est plus comme à l'époque où j'écrivais tout. Là, maintenant, tout est pré-fait. Pré-mâché. Et juste à faire quelques ajustements, mais comme j'ai vraiment, en gros, bien bossé en amont pour à la fois le prompt de l'assistant et les exemples, en vrai, ça écrit quasiment comme moi, quoi. Donc, c'est ce que j'allais dire. En plus, tu lui apprends... parce que moi, j'utilise l'IA aussi, hein. Toutes celles qui m'écoutent, sachez que j'utilise aussi l'IA. Mais tout le monde, ceux qui l'utilisent pas, maintenant, c'est... Il y a un moment donné, il faut s'aider des outils qu'on a, quoi. Et comme tu le dis, déjà, il faut savoir écrire les prompts. C'est pas tout le monde qui peut utiliser l'IA. Et puis en plus, moi, je réajuste tout ce qu'il me dit, en fait. Donc au final, tu mets quand même ta petite touche personnelle. Et c'est vrai que c'est une aide incroyable. En plus des 3 filles qui m'aident, j'ai l'IA qui m'aide. Bref, c'est un monde parfait. Il me reste plus que l'IA fasse mon putain de montage. Et là... en vrai, il y a des IA pour ça. Oui, il faut payer, quoi. Il faut payer. Ah oui, non, mais... Ah oui, il y a un moment donné... Oui, mais c'est combien les IA pour... moi, pour les shorts YouTube, par exemple, j'utilise Opus. On en a parlé, et d'Opus. Je crois que c'est genre 20 ou 29 € par mois. Et le temps que je gagne, c'est incroyable, tu vois. Bon, en plus, c'est mon client qui paye, en l'occurrence, mais... mais tu vois, si c'était pour moi, Tu le ferais, ouais. Et moi, j'utilise les IA que j'utilise, je les paye et ça vaut largement, en fait. Le temps que je gagne. Ouais. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit toujours. C'est ouf. Écoute, ça fait déjà 37 minutes. Sache que, donc, j'ai demandé en story
aux personnes qui me suivent sur Instagram s'ils avaient envie de réécouter des personnes et tu es tombée dans la liste des top 3. Vous voulez être réécoutée. Donc voilà, très touchée. Mais merci donc, les auditrices. J'étais mais moi aussi j'ai trop envie d'entendre Tiff. Et là en plus on tombe ensemble, j'étais mais c'est parfait tout ça. Donc voilà, merci. Je te demande pas une citation parce que. Ah putain, j'ai pas réfléchi. Bon, non, mais t'inquiète. De toute façon, c'est même plus comme ça. Maintenant, je dirais que si je te pose la question que je pose un peu la nouvelle signature dans la saison 7, c'est, et là, je te l'ai pas dit, donc tu peux prendre le temps de réfléchir, bien évidemment, mais tu dirais que ces 2 dernières années, parce que là, ça fait 2 ans jour pour jour qu'on s'est parlé, tu dirais s'il y avait une leçon que tu as appris sur toi-même, quelle est cette leçon? Je me resserre un petit peu de vin, moi. On a l'apéro, mais Tiff, elle est sérieuse. Elle boit de l'eau. En fait, ce qui est difficile, c'est ce que tu demandes, la leçon que tu as appris sur les 2 dernières années. Et On a appris plein. Non, en fait, il y a un truc, tu vois, qui me vient comme ça, mais c'est pas un truc que j'ai appris ces 2 dernières années. C'est plus quand je suis partie à Londres, tu vois, c'est vraiment rien n'est impossible. Et en fait, j'ai l'impression que chaque année, cette leçon, elle se renforce, tu vois. Ça m'amène encore une preuve, chaque année m'amène une preuve que vraiment rien n'est impossible à partir du moment où tu te donnes les moyens, si tu as envie de faire un truc. Enfin, tu vois, que ce soit quitter ton CDI, partir en voyage, je l'ai fait. Recommencer une vie dans un pays que tu parles pas la langue, je l'ai fait aussi. Lancer une boîte, je l'ai fait. Et en fait, tout avant de le faire, je me disais, oh là là, mais je vais jamais y arriver, c'est hyper dur, c'est pas pour moi, etc. Et en fait, je l'ai fait, et du coup, finalement, j'ai réussi. Parce que je me suis donné les moyens, j'ai été voir des personnes qui pouvaient m'aider à avancer plus vite, etc. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un peu mon mantra de vie, quoi. C'est génial. Et si quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui se dit, ouais, mais voilà, j'y arrive pas, j'ai des idées, mais j'y arrive pas, par où je commence? Il faut se mettre en action, et donc c'est plus, quelle est la première micro-étape qui va t'amener dans la bonne direction, en fait. Je pense que les gens qui veulent faire des choses mais qui n'y arrivent pas, souvent le problème que je vois, c'est qu'en fait ils voient le haut de la montagne, le sommet. Clairement. Et du coup, c'est impossible que j'y arrive, quoi. Et en fait, quand tu fais une rando, avant d'arriver au sommet, tu mets déjà un pas devant l'autre, en bas de la montagne, quoi. Ouais, et puis avant d'aller au sommet de 1400 mètres, tu vas déjà commencer par la petite colline de 200 mètres. C'est ça, exactement. Donc c'est peut-être, peu importe le projet, réfléchir à quelle est la première action que je peux faire demain qui m'amènera déjà un pas plus proche du sommet. Et souvent, quand on ne sait pas du tout par où commencer, c'est rentrer en contact avec des personnes qui sont là où vous voulez aller. Et leur dire, est-ce qu'on peut se parler 30 minutes? J'aimerais bien faire ce que tu as fait. Et du coup, est-ce que tu peux me partager ton expérience? Et tu vois, c'est bien que tu dises ça parce que hier, donc, j'ai rencontré une auditrice là à Paris. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a fait sourire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Ils pensaient que j'étais une star et que je suis inaccessible. Je ne suis pas une star. Je ne suis pas inaccessible. Si, il y a des questions, il faut tout le temps oser aller. Bon, c'est sûr que si tu vas aller parler à des gens qui ont des millions de followers, qui sont dans le truc depuis 11 ans, c'est sûr qu'eux, ils sont peut-être un petit peu difficiles à obtenir. Et encore, je suis sûre que tu pourrais nous prouver le contraire. Mais peut-être, essayer de trouver peut-être des personnes qui sont pas dans ce niveau-là. Mais il faut quand même oser envoyer le message parce que si tu n'envoies pas le message, forcément, tu n'auras pas de réponse. Ouais, exactement. Alors, première chose, déjà, tu n'as rien à perdre à envoyer un message. C'est clair. Ça, c'est sûr. Et peu importe, tu vois. Après, en effet, si c'est des gens qui sont vraiment, tu vois, des stars au niveau... et nous, on n'est pas du tout des stars. Tu vois, c'est genre, je sais pas, je pense à Antoine Griezmann, par exemple. Ça, c'est une star, quoi. Nous, on n'en est pas là. Mais du coup, les gens qui sont au niveau de stars, souvent, ils font soit des livres, soit des podcasts. Donc déjà, très bon point. En fait, tu as accès à eux de cette façon-là. Donc comme on écoute beaucoup de podcasts... Tu l'as dit, c'est quelque chose au quotidien, même en week-end, donc peut-être dégager du temps déjà. C'est ça. Pour penser à ça. C'est déjà te dire, ok, j'ai envie de... je sais pas, réorientation professionnelle par exemple, c'est obligé qu'il y ait un podcast qui interviewe les gens qui font ce métier. Déjà, aller écouter ça. Ensuite, en effet, envoyer des messages à des gens. Et après, tu vois, tu dis, on n'est pas des stars, on n'est pas inaccessible. C'est vrai que quand même, moi, j'accepte rarement les calls, juste pour discuter de ma vie, quoi. Parce que le problème, c'est que comme j'ai quand même pas mal de demandes, et en fait, notamment beaucoup de freelance qui se lancent et qui me disent « Tiens, j'aimerais bien que tu me donnes des conseils », je suis obligée à un moment de mettre un cadre, parce que sinon, en fait, comme mon temps, c'est de l'argent, si je fais des calls toutes les semaines avec des freelances, c'est pas possible. Ouais. Mais en fait, je produis tellement de contenu
que déjà, j'estime que en général, les questions de base des freelances, elles sont déjà dans mes contenus. En fait, j'ai plusieurs podcasts, j'ai un blog, j'ai une newsletter, j'écris toutes les semaines sur LinkedIn. Enfin, déjà, lis tout mon contenu. Et puis, si t'as encore des questions, tu viens me voir. Donc ça, c'est la première chose. Des fois, poser une question bien spécifique. Des fois, t'es même pas obligé de passer par un call de 30 minutes. C'est juste écoute. Et puis déjà, montrer que tu t'es intéressé à son contenu. Ouais. Moi, je me souviens, juste pour donner un exemple, mais je sais pas si tu te souviens de l'époque où je recevais plein de messages pour me demander comment immigrer au Canada. Ouais. Donc déjà, pour moi, la question comment immigrer au Canada, déjà, tu me parles d'une province, tu me parles pas d'un pays. C'est dans quelle province, les lois sont différentes. Qu'est-ce que tu as fait comme recherche? Enfin, déjà, donne un peu... montre un peu, mais c'est pas juste je me pointe et dis-moi tout en fait, il y a un moment donné. C'est ça, et en fait, comme tu dis, c'est tellement large. Enfin, à un moment, il y a Google, aujourd'hui, il y a ChatGPT. Déjà, tu vois, en effet, c'est... Moi, quand on me dit, comment réussir en freelance, frérot, en fait, il faut une conf d'une journée, tu vois. C'est très vague. Et encore une fois, il y a tellement de contenu disponible aujourd'hui que déjà, tu peux avoir tes réponses, tu vois. Ouais. Et donc, en effet, t'as raison. Si t'arrives avec une question ultra spécifique, c'est beaucoup plus facile pour toi, pour moi, pour n'importe qui, en fait, de te répondre, que juste un truc hyper large. Genre, le pire, je reçois parfois des gens sur LinkedIn qui m'ajoutent, j'accepte, me disent oui, alors je fais un call de 15 minutes avec toutes les personnes avec qui j'entre en connexion. Tu vois, et j'aime pas ça parce que je passe pour la méchante. Non. Mais en fait, je peux pas. Enfin, j'ai une quinzaine de demandes d'ajout par jour. Si je commence à faire un call avec tout le monde, on s'en sort pas, quoi. Non, c'est clair. Mais encore une fois, ça m'arrive d'accepter parfois des calls, si la demande, elle est bien formulée, si je sais exactement pourquoi on va se parler, quel est le sujet, qu'est-ce que moi j'ai à gagner dans le call, parce que c'est aussi un donnant-donnant, tu vois, et ça, il y a beaucoup de gens qui le comprennent pas, donc voilà. Moi, en tout cas, je te remercie d'avoir pris du temps avec moi. Je suis dans sa chambre d'hôtel, elle me prête son PC, j'ai les micros d'Alexandre, je suis gâtée de toute cette générosité, donc merci beaucoup. Avec grand plaisir. Non, mais après, faut pas croire que je donne pas de temps à personne. Hein. Là, tu donnes du temps. Oui, mais... Et tu l'as fait 8 fois, s'il te plaît. Mais oui, mais c'est 8 fois une heure. Plaisir. Mais tu vois, il y a aussi ce sujet, un hack sous-estimé, lancer un podcast. Ouais. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu dis aux gens, est-ce que je voudrais t'interviewer pendant 1 heure sur tel sujet, en fait, t'as des gens que jamais de la vie, ils auraient accepté un call, mais vu que t'as l'excuse du podcast, ils te donnent l'interview, tu vois. Et ça leur apporte de la valeur parce qu'ils se disent, je vais passer dans un podcast. Ouais. Et du coup, là, c'est pas juste une conversation qu'on a eue toutes les deux, c'est derrière, moi, je vais pouvoir partager l'épisode à quelqu'un, par exemple, qui m'enverra un message, tiens, qu'est-ce que t'as fait quoi ces 2 dernières années? Ouais. C'est faux, mais... Un petit CV. Un petit CV. Mais tu vois, voilà, exactement. Et donc ça aussi, c'est un super moyen quand t'es en train de te reconvertir. Je reprends cet exemple-là, mais ça vaut pour n'importe quel projet que tu veux lancer. Ouais, parce que ça peut être un podcast, ça peut être une newsletter, ça peut être un blog, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un compte Instagram, ça peut être beaucoup de choses. Après, il faut pas négliger, je pense, la quantité de travail qu'il y a derrière, comme tu l'as dit. Ça, c'est à prendre en compte, ça, c'est clair. Mais ouais, c'est une excellente idée. Ouais, mais en vrai, la quantité de travail, enfin, tu vois, en vrai, un podcast, tu fais un appel sur Zoom, pas de montage. Oui, t'es pas obligé que ce soit... En vrai, Enfin, il faut préparer un minimum l'interview, mais t'enregistres, je sais pas, 30-45 minutes. Derrière, tu l'uploads sur Spotify for Podcaster, qui est gratuit. Ouais. En vrai, si tu veux, le minimum, à 1 heure, c'est plié l'histoire, tu vois. Ouais. Donc, je pense à partir du moment où tu t'attends pas à gagner de l'argent avec... Ah oui, mais par contre, la façon... Enfin, là, ce que je dis, pourquoi lancer un podcast, c'est pas pour gagner de l'argent. Ouais, c'est vraiment c'est plus développer ton réseau, rencontrer des gens inaccessibles au premier regard, tu vois, et te dire, j'ai l'excuse du podcast, ou, comme tu dis, d'une newsletter, ou... Enfin, ça peut être à l'écrit, totalement. Ouais, tout dépend ce que les gens, ils sont à l'aise parler. Moi, je sais que je suis pas à l'aise avec la vidéo, par exemple. L'écriture, on n'en parle pas. Mais l'audio, ça me va, même si des fois, mon français, c'est pas top. Mais... Non, mais t'as raison. Il faut juste... Mais en fait, je pense que aussi, un des conseils qui est important, c'est de savoir dégager du temps pour soi. Parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, nous, on est célibataires. Je t'ai pas posé la question si t'es célibataire ou pas, mais moi, je suis célibataire, donc ça veut pas dire que j'ai plus de temps que les autres. Au contraire, une vie sociale très active. Mais savoir, des fois, dire non et déjà prendre du temps pour se reposer et prendre du temps pour essayer d'accomplir un peu ce qu'on a envie d'accomplir. Ouais. Ouais, et ça, c'est important aussi. Il y a pas mal de gens qui disent « Ah, mais en fait, j'ai pas le temps. » Enfin, c'est... J'ai encore entendu tout à l'heure, ça. J'ai pas le temps. En fait, c'est juste qu'est-ce que tu priorises, tu vois. Et donc, tu vois, tu disais « Ah, c'est fou ce que t'as fait ces 6 dernières années, etc. » C'est juste que,
à chaque fois, en fait, j'ai priorisé le projet que j'avais. Et parfois, il y a certains projets que j'essaye de faire et en fait, je trouve jamais le temps de le faire. Bon, je me rends à l'évidence que en fait, c'est pas un projet auquel j'accorde assez d'importance. Et du coup, souvent, j'abandonne le truc, quoi. Je me dis, en fait, ça fait 3 mois et je le fais pas. C'est que finalement, j'ai pas envie de le faire, quoi. Clairement. Donc, voilà. Bon, c'est cool. Écoute, je te donne rendez-vous peut-être dans 2 ans. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas si je dis ça, mais il existe encore, le podcast. On verra. Ou peut-être un peu où avant. je serai dans 2 ans. Ouais. Est-ce que tu as un peu une idée, parce que tu disais que tu aimes bien le moment présent, te projeter dans le futur. Là, on est d'accord, c'est juste un podcast. Tu peux dire tout ce que tu veux, on t'entendra. Même si c'est pas ça, on t'en voudra pas. Mais qu'est-ce que tu dirais ? L'exercice est intéressant. Je pense dans 2 ans, je me vois toujours à Bordeaux. Parce que là, du coup, je suis en location, mais l'idée, c'est d'acheter ma résidence principale dans 1 à 2 ans. 1 an si ça va vraiment bien, 2 ans s'il faut un peu plus de temps peut-être. Sur Bordeaux, je pense que je serai toujours solopreneur à faire 150 000 projets. Avec 10 podcasts, 3 newsletters. Ouais, non, en vrai... si, parce que tu utiliseras l'IA. Oui, non, mais complètement. Complètement, mais ouais, en vrai, voilà, faire des projets qui tournent autour du marketing digital, et ça m'enthousiasme beaucoup. Et donc, aujourd'hui, c'est LinkedIn. Je pense que dans 2 ans, ce sera IA fois LinkedIn, peut-être, ou autre chose. Je sais pas, peut-être que j'aurai abandonné LinkedIn, mais je pense que je serai toujours dans la prestation de service, parce que ça, c'est ce qui m'anime beaucoup, d'accompagner des boîtes à faire des choses. Et voilà. Super. Qu'est-ce qu'on dit à la fin d'un podcast, Tiffany ? Mettez 5 étoiles. 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast. Envoyez-nous un petit message pour dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et moi, ce que j'aime bien dire là maintenant, parce qu'encore hier on me l'a dit, c'est que je suis en train de rouler en voiture, j'ai pas le temps, ou soit je sais pas comment mettre un commentaire sur Spotify. C'est super simple en fait, il y a juste à cliquer sur l'épisode. Il y a écrit « Laissez un commentaire ». Si vous savez pas quoi dire, mettez des étoiles, des emojis étoiles, ou je sais pas, planète, France, peu importe, marquez « Merci Tiffany », je sais pas, c'est pas compliqué. Mais ça fait toute la différence. D'ailleurs, je te montrerai des stats, toi qui aimes bien les chiffres. Ça fait toute la différence, donc s'il vous plaît. Ouais, c'est la meilleure façon de nous remercier d'avoir passé ce temps et d'avoir partagé de la valeur. Parce que même si on kiffe passer du temps ensemble, on kiffe aussi partager, donc on adore vous lire aussi. Donc merci Tiffany. Merci Kelly. Maintenant, on va aller à la petite soirée. À très bientôt.